présenté François Pachet, je me suis souvenu de tout ce que j'ai croisé dans ma vie d'informaticien qui avait trait à la musique. Et en fait, c'est une assez vieille histoire. Dès les années 80, à l'INRIA, il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre Barbeau qui faisait ce qu'on appelait de la musique algorithmique. Alors, à écouter, c'était un petit peu étrange, ça faisait une espèce de truc relativement monocorde, mais bon, c'était les premiers balbutiements de mettre la musique sous forme de séquence, chose qu'on sait bien traiter en informatique. En 86, beaucoup de gens de la communauté intelligence artificielle et même au-delà de la communauté informatique se sont lancés dans les applications en biologie moléculaire, parce que c'était l'époque où on faisait des génomes, on faisait des trucs comme ça. Et il y a des chercheurs japonais qui étaient par ailleurs violonistes, qui se sont mis à jouer des brins d'ADN. Pareil, on codait les bases sous forme de notes de musique, et puis on les jouait pour essayer de voir si on arrivait à observer des régularités, des harmonies, des choses comme ça. Alors, bon, après ces balbutiements, l'idée c'était que la musique, c'est quand même la définition, l'expression n'est pas de moi, c'est la langue des émotions. C'est ce qui se manifeste en particulier quand on regarde les musiques de films, quoi. Par exemple, enfin, pour quelque chose qu'on a tous vu un jour. Et en 1993, on a, peut-être pas pour la première fois, mais c'était les tout débuts, vu cette musique informatique s'installer dans un congrès international d'intelligence artificielle. C'était à Chambéry. Et c'était Jean-Claude Risset qui nous a fait un cours sur les séquences de musique quand on les fait programmer ou quand on leur dit ben maintenant vous bouclez, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et il y avait aussi des bugs, mais c'était intéressant. Mais c'était toujours cette idée de séquence. Alors, là, j'en arrive à quelque chose qui touche François Pachet de plus près. En 1996, on s'était retrouvé à une école à Sophia Antipolis où tu avais parlé d'objets et musique. Et là, pour la première fois, on explicite le mécanisme de création musicale. En 1998, il y a eu aussi un congrès d'intelligence artificielle, le congrès européen cette fois, à Brighton. Et il y a un collègue espagnol, Ramon Lopez de Montaras, qui avait fait une conférence sur le raisonnement à partir de cas et les résolutions, donc des problématiques qu'on connaît bien en intelligence artificielle, et pour expliquer le jazz, et en particulier le swing. Il dit, si je veux expliquer quelque chose, en gros, eh ben, si je n'arrive pas à le swinguer, j'y arriverai pas. Et François avait, à cette occasion-là, lancé assez énergiquement, si je me souviens bien, le débat ensuite sur la création musicale et les problèmes que ça posait. Alors, cette chronologie qui est un petit peu épisodique, enfin, c'est des souvenirs que j'ai rassemblés. Hein. Je terminerai en signalant un travail sur la peinture de Kandinsky. Alors c'est de la peinture, c'est pas de la musique, bien sûr, mais bon, on a souvent qualifié de la musique des couleurs. C'est une thèse qui avait eu lieu à Paris 6 aussi, qui s'appelait le Jardin des hasards, et c'était l'idée de quand on a un système très compliqué, genre le tableau de bord d'un avion de ligne, hein, eh bien, il y a peut-être autre chose que des cadrans, des lumières, pour arriver à exhiber l'information qui est nécessairement complexe et multiforme, de façon à ce que s'il y a une alerte, le pilote s'en aperçoive. Et la peinture est un élément, la musique peut en être un autre aussi. Et c'est autour de ça donc, que François Pachet dirige le laboratoire Sony informatique de Paris, donc le Computer Science Laboratory, oui c'est ça, le laboratoire d'informatique de Sony de Paris, où il conduit des recherches donc, sur la créativité en musique.
Alors, il est ingénieur des ponts et chaussées, docteur de l'université Pierre et Marie Curie, avec le système Néopus. Déjà, c'est comme opus au sens musical, hein, bien sûr. 1992, il a eu sa thèse. Ensuite, il a rejoint le Computer Science Laboratory en 1997, donc ça correspond aux années où, effectivement, l'intelligence artificielle s'est un petit peu emparée de ça. Par ailleurs, il est aussi musicien. On ne cherche efficacement que sur des choses qu'on aime bien. Et il a publié 2 albums qu'il a composés, Count on It en jazz et Marie-Claire en pop, avec Jean-Claude Urbain des Innocents, un groupe. Et il a joué dans de nombreux concerts, avec notamment Marc Dinverno. Et enfin, il m'a signalé tout à l'heure que j'avais oublié un de ses diplômes, qui n'est pas le moindre, c'est qu'il a, depuis 3 ans, c'est ça, la licence pour avoir le droit de jouer dans le métro. Alors c'est important parce que c'est un fantastique laboratoire d'essai, un banc d'essai en quelque sorte, quand on veut. Alors voilà, je vais maintenant présenter un petit peu la conférence qu'il va nous faire ce soir. Donc, est-ce qu'une machine peut être source de créativité, avec tous les problèmes que ça pose, comme toujours en intelligence artificielle, dès qu'on parle de créativité, d'émotion, de choses comme ça, voilà, il y a derrière responsabilité. Il y a la musique, par exemple. Est-ce qu'il faudra payer le programme pour faire de la musique? Pourtant, si c'est créatif, voilà, c'est ou l'auteur du programme. Bon, on peut se poser des questions de ce genre-là. Alors, il va y avoir donc une présentation des aspects techniques, mais pas trop quand même, m'a-t-il dit. Et ensuite, il présentera un peu plus les flow machines, comme c'est écrit là, qui sont des logiciels capables de capturer par ce qu'on appelle le deep learning. Vous avez sûrement entendu le terme déjà à l'occasion du programme de Google qui a battu le record de Go, là, hein. Et d'autres, hein, de techniques d'intelligence artificielle en général, qui permettent de générer automatiquement de la musique à la manière de quelqu'un, ou à la manière d'un ensemble d'auteurs, hein, et voire même de spécifications données par l'utilisateur. Là, je laisse à François Pachet le soin d'expliciter tout ça. Et ça va depuis la musique classique jusqu'à des chansons pop ou des chansons de jazz. Alors voilà, je vais maintenant passer la parole à François Pachet, qui va donc nous... Merci beaucoup. Je vais me mettre là, parce qu'il faut que j'actionne. Merci pour cette introduction. Et effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Comme tu as commencé par Pierre Barbeau, en effet, qui est un chercheur français que je trouvais remarquable, d'ailleurs, par le fait que c'est le seul, à ma connaissance, qui ait réussi à fabriquer de la musique avec des ordinateurs, avec des automates, en fait, à l'époque, qu'il a fait diffuser, entre guillemets, pour de vrai. Il a fait des jingles d'émissions de télévision, des émissions avec, disons, du vrai public. Et c'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer, disons, du stade de la démo ou du prototype qui marche plus ou moins, ou qu'on fait marcher, parce que voilà, on sait bien faire des démos qui marchent, de passer de ça à, entre guillemets, au monde réel, où là, qui est beaucoup plus cruel et beaucoup plus exigeant, et en particulier pour la musique populaire. Donc Pierre Barbeau, c'est le seul, à ma connaissance, qui a fait de la musique dite populaire, la musique pop, pour de vrai, quoi, dans les années effectivement 70. Mais l'intelligence artificielle et la musique, ça a commencé, on peut dire, en 1958, avec la suite ILIAC, qui était créée donc, sur un ordinateur qui s'appelait ILIAC, justement. Donc c'est ILIAC Suite, qui était une sorte de chorale de Bach à 4 voix, donc déjà générée avec des chaînes de Markov, et c'est, disons, le début, on peut dire, de l'informatique musicale. Alors, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Bon, on peut discuter. En tout cas, effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Et
non seulement on est vieux dans cette histoire, mais au fond, ce que je vais essayer de dire ce soir, c'est que l'histoire ne fait que commencer, à vrai dire, aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on va pouvoir vraiment se poser toutes ces questions, les formuler de manière puissante, précise, et faire, et au fond, réaliser un certain nombre de vieux fantasmes, en effet, pas simplement des fantasmes d'informaticiens, mais aussi de musiciens. Et le Flow Machine, je vais juste mentionner que c'est le nom d'un projet financé par l'ERC, qui a commencé il y a 4 ans et qui va se finir donc l'année prochaine. J'ai mis les noms, tout ce que je vais raconter, c'est ce qu'on a fait dans le projet, c'est pas du tout moi qui ai fait tout ça tout seul, il y a plein de gens là-dedans, des mathématiciens purs, des gens qui font de la physique statistique. J'insiste là-dessus parce que c'est ça aujourd'hui l'IA, hein. C'est de la physique statistique, c'est des maths, de l'informatique, de l'ingénierie informatique, on fait des web services, du mixage, des ingénieurs du son et des musiciens. Donc il y a toute une palette de gens qui effectivement travaillent dans ce projet pour essayer de faire des trucs. Alors je vais essayer de dire ce qu'on essaie de faire. Donc je vais juste commencer par dire que comme vous le savez très bien, je pense, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique, sont en train de révolutionner le monde en général, hein. L'agriculture, les transports, la santé, je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle pratiquement tous les jours. Et c'est d'ailleurs un peu les mêmes technologies qui sont derrière ça, hein. Les technologies d'apprentissage combinées avec le big data et la puissance des machines. Et en effet, nous qui avons, comme Joël, connu l'IA avant cette révolution, il y a une différence absolument fondamentale et qui peut d'ailleurs être assez inquiétante parce que le monde change. Le monde change dans ces domaines, entre guillemets, sérieux, mais l'IA et le machine learning s'attaquent aussi au domaine du loisir, comme on dit entertainment en anglais. Et il y a déjà, c'est pas des projets de recherche, il y a déjà des productions intéressantes faites par l'IA. J'en cite quelques-unes. Donc Morgan, qui est un trailer, c'est une bande-annonce d'un film d'horreur fait par la Fox, la compagnie Fox, qui est un grand label de cinéma américain. Et vous savez que faire une bande-annonce, c'est crucial pour le marketing du cinéma, parce qu'il faut qu'en quelques secondes, une minute, on voit des choses qui donnent envie de voir le film. Donc, alors, il y a déjà un système d'intelligence artificielle, aussi avec du deep learning, qui a, en fait, pas généré complètement la bande-annonce, mais qui a sélectionné les scènes les plus importantes, en ayant appris au préalable qu'est-ce que c'est qu'une scène de suspense, une scène de ceci, une scène d'amour, une scène de, etc. Et donc qui est capable de faire ça de manière pratiquement automatique. Spotlight, je les cite parce qu'au fond on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est vraiment remarquable. Donc Spotlight, c'est un script qui a été généré cette année. Donc c'est pas un film, hein, c'est le scénario d'un film, c'est-à-dire le texte qui raconte la séquence, encore une fois, des scènes et des personnages et de ce qui se passe. Et ce script a été généré aussi par intelligence artificielle après avoir fourni à la machine tout un tas de scripts, fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne comme il faut. Et ce script ensuite a été tourné par des vrais acteurs et le film a été produit et diffusé et soumis à la critique, qui est, je reviendrai là-dessus sur les critiques, mais les critiques sont en général, disons, pas très bonne, mais ni très bonne ni très mauvaise. C'est-à-dire que c'est pas du tout catastrophique. Hein. C'est-à-dire c'est pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est OK, comme on dit en anglais. Il y a eu ce tableau de Rembrandt. Alors ça, c'est très intéressant, généré par aussi le même genre de technologie par Microsoft, qui est un tableau qui n'a jamais été peint par Rembrandt, mais qui effectivement a toutes les caractéristiques de Rembrandt. Donc je reviendrai aussi là-dessus en parlant de la musique. Est-ce que c'est créatif ou pas, on verra. Vous avez entendu parler des images psychédéliques faites par Deep Dream aussi, à partir de réseaux de neurones, toujours. Et en fond, ce qui marche le plus et le plus souvent, c'est ce qu'on appelle en anglais le style transfer, le transfert stylistique. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'en fait, les technologies aujourd'hui, ce qu'elles permettent de faire, au fond, c'est de séparer le style de la forme. Je vais revenir là-dessus. Et c'est grâce à ça qu'on peut en fait faire toutes ces applications dans le domaine de la création. Donc là, il n'y a pas de musique, mais la musique, on a participé dans l'équipe à la première réalisation de la première comédie musicale, en anglais musical. Donc ça, c'est un genre de musique qui n'existe pas beaucoup en France, mais les Anglais sont très friands, je parle des Anglais d'Angleterre, et qui a été
entièrement conçus par IA, c'est-à-dire le pitch, l'histoire a été conçue par une machine, s'appelle la WIM, la What If Machine, qui génère des petites phrases comme ça, un peu surprenantes, à partir desquelles on peut construire l'histoire. Les caractères, les personnages ont été construits par intelligence artificielle, et les chansons aussi, et les paroles des chansons. Et nous, on a contribué à certaines chansons avec le logiciel dont je parlerai tout à l'heure. Je vous montre juste un extrait pour vous faire ce qu'on appelle un effet de réel, parce que là, on est quand même dans l'abstrait. Donc ça, donc ça a été joué à Covent Garden, dans un théâtre, devant un public normal de gens qui vont voir des comédies musicales. On n'est plus du tout dans la démonstration de laboratoire. Je vous donne juste un extrait pour vérifier que le son marche. Je laisse juste quelques secondes pour que vous entendiez que c'est de la musique, ça a l'air de la musique normale. C'est pas de la musique expérimentale, stochastique, ça sonne comme de la vraie musique. Et donc il y a eu aussi des critiques, il y a eu toute une analyse qui a été faite, des critiques, qui sont des critiques de comédie musicale normaux, ce pas des gens spécialisés dans l'intelligence artificielle, qui se sont exprimés. Et alors, bon, je vais pas résumer un peu tout ce qu'il y a eu, beaucoup de critiques, mais disons que c'était OK. Voilà. Il y avait quelque chose qui disait OK, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème majeur avec cette histoire, avec cette comédie musicale. Il y a certaines chansons qui sont entraînantes, même à la fin on pleure, parce que bon, une histoire avec des enfants, les enfants, il faut toujours pleurer à la fin, mais c'était pas non plus extraordinaire, c'était pas non plus révolutionnaire. Alors là, j'ai juste extrait une critique qui a dit, j'ai bien aimé Scratch That Itch, c'est la chanson que je viens de jouer, qui m'a rappelé, qui m'a reminded, c'est-à-dire que c'est une sorte de réminiscence. J'ai eu une réminiscence de Gilbert et Sullivan, qui est un truc très connu en Angleterre. Donc l'idée, c'est de dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Je vais revenir là-dessus parce que c'est fondamental en fait dans ce que je vais raconter. Alors cette chanson-là, la partition, la voilà, et vous voyez qu'elle a été composée par deux êtres humains, Benjamin Till et Nathan Taylor, et Computational Composer, qui est d'ailleurs une erreur, c'est pas le vrai nom, mais et un logiciel d'IA. Donc c'est ce dont je vais parler, ça existe. C'est déjà en train de se faire, mais c'est le début, d'accord ? Ce logiciel d'IA, on lui avait donné en entrée, je vais revenir là-dessus, des chansons, et puis ensuite il y a un système qui permet d'en créer des nouvelles, etc. Alors, donc les Anglais commencent toujours leur conférence en faisant des blagues très drôles. Donc moi, je ne suis pas anglais, je ne suis pas capable, donc je parle d'Aristote. C'est beaucoup moins drôle, mais c'est important. Et au fond, le message que je voudrais transmettre ce soir, il est entièrement résumé là. C'est-à-dire qu'Aristote, il a dit il y a bien longtemps que les êtres, en général, pouvaient être vus comme une composition de matière et de forme. Ça s'appelle iléomorphisme. Bon. C'est-à-dire qu'il y a la matière, qu'on peut appeler le style, qu'on peut appeler la texture, d'un certain côté, et puis il y a la forme, la structure, dans laquelle cette matière va s'inscrire. D'accord ? C'est comme ça qu'ils voyaient l'être, ou les êtres en général. Bon. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait découpler ces deux choses, techniquement, lorsqu'on s'intéresse non plus à des êtres humains ou des êtres, des vrais dans le vrai monde, mais dans des êtres informatiques, comme des images, de la musique et des séquences et des polyséquences et tout ça, on sait opérer ce découpage. Ça tombe bien, d'une certaine manière, Aristote avait prédit quelque chose. Et à partir du moment où on sait le découpler, on peut aussi faire des appariements surprenants. Donc, par exemple, on peut prendre la texture d'un léopard, la structure d'un rhinocéros et créer un nouvel objet. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce qui m'intéresse, puisque ici j'ai la casquette plutôt informaticien, c'est l'opérateur qui permet justement de cet accouplement qui va se traduire par des choses très compliquées, difficiles, et ça en informatique on aime bien, donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais ce que je voudrais dire en ce qui concerne la créativité, c'est qu'à aucun moment je dis que n'importe quelle structure appliquée à n'importe quelle texture va donner
quelque chose d'intéressant. On va donner des choses nouvelles. Est-ce que cet objet est nouveau est intéressant ou pas? C'est la société qui le dira, d'accord? Donc je reviendrai là-dessus. Mais donc si on dit tiens c'est intéressant, bah, après on peut en créer un autre, et puis etc. Et puis on peut appeler ça un style, et puis ça repart, d'accord? Donc l'idée c'est que ce qui se passe en IA aujourd'hui, c'est qu'on découpe les structures à la texture et qu'on joue avec ça. Et on fait ça dans tous les sens. Et vous pouvez voir toutes les réalisations d'IA aujourd'hui dans le domaine, disons, du loisir, comme des instantiations de ce truc. Alors ça s'appelle aussi le transfert stylistique, hein, style transfer. Pourquoi? Parce qu'on a pris le style de léopard. On a pris un léopard, pardon. En fait, on en a pris beaucoup, d'ailleurs, plus précisément. Et on a un truc qui va essayer d'abstraire le style de ça, la texture, et qui va ensuite l'appliquer à n'importe quoi. Et ça, c'est nouveau. C'est très nouveau que des machines puissent faire ça, en tout cas qu'elles puissent le faire comme il faut. D'accord ? Voilà. Donc, pour essayer de raconter un peu, bon, ça, c'est des images, hein, ça ne vous a pas échappé, je ne parle pas de musique. Donc, je vais revenir à la musique maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire en musique, cette histoire, quelles sont les limitations, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je suis désolé, je vais remontrer quelques secondes de cette vieille vidéo qui a 15 ans, dans lequel j'avais fait un système qui s'appelait Continuateur, qui va essayer, vous pouvez voir, qui va essayer d'apprendre le style de quelqu'un qui improvise au piano. Donc l'idée, c'est qu'il va improviser au piano, vous allez voir un pianiste, et quand il va s'arrêter de jouer, le système va continuer. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que le système abstrait le style de ce qu'il vient juste d'entendre, très 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 vite, ça se passe en quelques millisecondes, et grâce à ça, génère une continuation. Je vous montre pour qu'on soit bien d'accord sur le genre d'opération qui sont... Donc il a improvisé un truc, il s'arrête. Ça c'est le système qui joue maintenant, qui a abstrait quelque chose, qui rejoue autre chose, qui n'est pas la même chose. Pas la même chose exactement. Qui est quelque chose du même genre. Je saute parce que je voudrais montrer des choses plus récentes. Quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, la même session. Là, il fait ce qu'on appelle un motif qui va développer. Le système rejoue exactement la même chose, mais rebondit. Et là, le musicien a véritablement l'impression de jouer avec quelqu'un qui le comprend, qui n'est autre qu'une sorte de continuation de double de lui-même, d'accord ? Et ça dure des heures, et ça dure des heures. Et ça marche tellement bien, encore une fois, désolé, surtout Joël qui a vu, je pense, ces vidéos 2000 fois, mais ça marche bien, non pas parce que le type est un bon musicien, ça marche bien parce que ça marche très bien en soi, donc avec des enfants qui, eux, font n'importe quoi, mais un n'importe quoi très caractéristique. Chaque enfant de 4 ans, vous le mettez dans un piano, il va faire un n'importe quoi très différent de l'autre enfant qui va suivre. C'est une sorte de signature, ce n'importe quoi, hein, ce qu'on appelle le doodling en anglais, le gribouillage. Hein, c'est comme quand on gribouille au téléphone, en fait, on fait un n'importe quoi qui nous est très propre. Donc lui, il va faire du gribouillage avec la machine. Bon, et donc ces sessions, elles durent très longtemps. Hein. Si vous avez des enfants, vous le mettez dans un piano, il joue 20 secondes en moyenne, c'est-à-dire qu'il tape et puis il s'arrête, ou un adulte aussi qui ne sait pas jouer. Mais là, avec le fait qu'on a un système qui apprend et qui continue, il y a un phénomène addictif. Donc tout ça pour dire que là, qu'est-ce qui se passe ? Le système a appris la texture de ce que ces gens ont fait,
et a fait ce qu'on appelle du sampling, c'est-à-dire a généré des nouvelles instanciations, de nouvelles séquences à partir de ces textures, en essayant de les coller à ce qui avait été joué avant, de manière à ce que ça soit continu. D'accord ? Donc ça fait déjà longtemps qu'on fait ça. C'est fait avec des chaînes de Markov. Les Markov, c'est un mathématicien du 19e siècle. Hein. C'est des technologies qui existent depuis très très longtemps. Hein. Et de manière générale, voilà le schéma en apprentissage. C'est qu'on a ce qu'on appelle un corpus, on a des exemples de musique. Je reviendrai sur des cas concrets, par exemple des partitions, ça peut être des séquences comme on a vu, ça peut être autre chose. Et on les donne en entrée un algorithme qui va, en fond, les généraliser, faire un modèle du style qui va souvent être un modèle donc de nature statistique. Et à partir de ce modèle, on peut donc générer des nouvelles instances de ce modèle. On appelle ça la génération, la création, le sampling en anglais, donc l'échantillonnage. On peut créer des échantillons représentatifs du modèle. C'est ça qu'on fait. Et ça, au fond, c'est très vieux. C'est ce que fait une chaîne de Markov, par exemple. Et là où ça commence à être intéressant, c'est que, rappelez-vous le rhinocéros, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux poser une certaine structure. Je veux faire de la musique qui commence par Do, qui finit par Sol. Je veux ceci, je veux cela. Et on a beaucoup de structures à imposer. Et dès lors qu'on veut imposer des structures et des contraintes, mais en général, le problème devient très difficile. Alors, je ne vais pas, évidemment, dire les détails des technologies qu'on déploie, mais disons c'est là-dessus qu'il y a des choses à faire intéressantes et de la difficulté. Dans tous les sens du mot difficulté et complexité, d'ailleurs. Alors, je vais instancier ça sur des exemples, mais je voudrais d'ores et déjà répondre aux questions que vous allez sûrement des gens vont poser après, sur la création, la nouveauté, le caractère nouveau de tout ça, etc. Et donc, je vais revenir maintenant en musique. En musique, il y a l'idée qu'il y a de la musique originale, et puis c'est tout. De temps en temps, il y a des gens qui font du plagiat. D'accord ? Donc je vais vous donner des exemples très connus, et là je suis désolé, c'est peut-être pas la musique qui correspond à l'audience, mais des exemples de musique un peu moderne. Mais donc, Chic a fait ce tube, cette chanson en 82. Je vais jouer quelques secondes. Il faut écouter la guitare qui fait le rythme en question, d'accord ? Alors, je ne sais pas arrêter la musique. Voilà. Comment j'arrête la musique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas arrêter. Et Mojo, en 2000, a fait ce truc. Que les plus jeunes d'entre vous ont dû entendre, enfin ceux qui ont, non pas les plus jeunes, mais ceux qui ont mon âge ont entendu, c'était un tube planétaire. Je ne sais pas arrêter comment on arrête Or, si vous avez une bonne oreille, vous avez vu que le riff de guitare qui est caractéristique de ce morceau est exactement celui de Chic, transposé et accéléré. Et donc ce qu'on voit ici, c'est une sorte de plagiarisme dans le domaine de l'audio, dans le domaine du son. Et ça pose tout un tas de problèmes, des procès. Ça, c'est le plagiarisme qu'on appelle le sampling, c'est-à-dire le plagiarisme qui a lieu sur l'enregistrement audio lui-même. Les choses deviennent encore plus intéressantes avec le plagiarisme qu'on connaît bien dans le domaine de la littérature. Le plagiarisme, on en parle tous les jours. Je ne vais pas citer de nom, même récent, mais dans la musique, c'est pareil. Et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe, justement, pour mieux comprendre quelle est la nature de la créativité et qu'est-ce que les technologies vont justement permettre de faire par rapport à ça. Donc là, je vous donne un exemple très connu, qui est une chanson de George Harrison, un des membres des Beatles. Donc, en 1957, il y a eu une chanson qui s'appelait « He's So Fine ». Je vais vous jouer quelques secondes. Bon, je ne sais pas l'arrêter. À partir de cette chanson, on fait ce qu'on appelle en anglais des covers, c'est-à-dire des reprises. Hein. Donc on prend la chanson elle-même et on va la faire chanter par un autre chanteur avec une autre orchestration. Et quand on fait ça, on doit payer des droits à l'éditeur de la chanson. Donc là, par exemple, il y a une cover de cette chanson par Jody Miller. Et vous reconnaissez la chanson. Mais la voix est différente, l'orchestration est différente, le tempo est différent. Mais il n'y a pas de confusion. C'est bien la même chanson au sens de l'abstraction de la chanson avec une autre couleur, une autre instanciation.
Là, c'est devenu compliqué parce que George Harrison, une méga star internationale, en 71 a sorti 7 chansons. La troisième, qui s'appelle My Sweet Lord. My sweet Lord. Que vous avez dû entendre, j'imagine, déjà. Bon, je ne le joue pas en entier, mais il y a eu un procès retentissant où, en effet, les ayants droit de la chanson originale ont dit « mais vous avez plagié, vous avez copié ». Alors, Harrison a perdu son procès. Hein, donc, il y a eu un plagiat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça continue. Il y a eu, la chanson de Harrison est tellement connue, a eu tellement de succès qu'il y a eu des covers de Harrison. Il y en a eu beaucoup, par exemple celle-ci de Billy Preston. D'accord, on va reconnaître cette fois le plagiat orchestré différemment. Et ça continue. Et je donne ça comme exemple pour dire que la situation est vraiment compliquée. Jonathan King a fait une cover, une reprise de la chanson originale, mais dans le style du plagiat. Donc je vais vous montrer parce que c'est intéressant. Le plagiat, si vous connaissez la chanson d'Harrison, là je vais jouer le début. C'est le riff du début de la chanson d'Harrison, très connu. Et voici la chanson de Jonathan King, mais qui, elle, n'est pas une reprise de la chanson d'Harrison, mais une reprise de la chanson des Chiffons. Donc c'est le même riff, copié, que ça s'appelle du parasitage, mais la chanson qu'il va chanter n'est pas celle d'Harrison, c'est l'autre. Bon, donc je laisse plus que pour vous, sinon... D'accord, c'est pas My Sweet Lord, d'accord. Alors, bon, c'était pour vous mettre dans l'ambiance de dans quoi on baigne dans la musique, on baigne dans le plagiat et dans les procès. Et les procès sont passionnants parce que de quoi on parle dans les procès? Eh ben, on parle technique. On parle des partitions. On dit voilà, do majeur était suivi de mi mineur dans un coin, dans un cas. Dans l'autre cas, c'était pas mi mineur, c'était sol. Oui, mais sol et mi mineur, c'est pas très différent. Et là, il y a des êtres humains, des jurés, comme dans tous les procès, qui discutent, qui se battent et qui finissent par prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou tort, mais il y a une décision qui est faite. Sur la base de considérations techniques. D'accord ? Je reviens à mon sujet. L'IA, aujourd'hui, évidemment, s'empare de tout ça et on va pouvoir maintenant définir des distances entre des chansons de manière technique et de manière beaucoup plus précise, qu'on va utiliser, et en particulier dans les procès, voire même automatisé dans les recherches de plagiat, etc. Et je vais revenir là-dessus, puisque un des points que je voudrais montrer, c'est que nous, dans nos techniques de génération, par exemple, on garantit le non-plagiat. On peut le garantir d'un point de vue mathématique. Ça, c'est quoi du plagiat dans une définition sommaire, puisque Joël a parlé de séquence, vous avez une séquence originale et une autre séquence, il y a plagiat, quand dans la nouvelle séquence, il y a un bout, il y a une sous-séquence suffisamment longue, copiée verbatim de la première. D'accord ? Donc ça, on peut aujourd'hui avoir des techniques qui garantissent que ça n'arrive jamais, par exemple. Alors ça donne à ces algorithmes une grande force, même quand ils provoquent des réminiscences. Donc ce qui se passe, c'est que d'habitude on avait ça, on avait des originaux, des reprises du plagiat avec procès, à la fois au domaine symbolique des partitions et de l'audio, puis avec l'IA, on a une catégorie de plus, que j'appelle inspiration, mais j'ai pas tellement de jolis noms. C'est-à-dire que l'IA, ce que ça va faire, ça va pas faire des reprises, c'est pas intéressant, ça va pas faire du plagiat, on le garantit mathématiquement, ça va faire des trucs qui provoquent des réminiscences. D'accord ? Alors ça, c'est très intéressant du point de vue créatif, je vais donner des exemples, et ça génère un grand malaise du point de vue légal, parce que cette notion n'existe pas dans la législation du droit d'auteur. Dans le droit d'auteur, c'est très compliqué le droit d'auteur, il y a le droit moral, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais jamais on parle d'inspiration. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour le renouveau, disons, du système légal, disons, des droits d'auteur. Alors maintenant, je vais donner des exemples de ce qui se passe avec ces technologies dans deux cas. D'une part, l'audio, ce qu'on appelle l'audio, c'est-à-dire le son lui-même, les enregistrements audio, et d'autre part, du niveau symbolique, c'est-à-dire les partitions, où là, on manipule des symboles qui peuvent être vus comme des sortes de textes. Alors, en fait, je vais vous donner des exemples. Je ne vais pas vous parler de comment on fait, sauf si ça vous intéresse. Mais... Donc, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est qu'on prend une piste audio d'une chanson, par exemple. Enfin, quand je dis chanson, en fait, ça peut être n'importe quel son, mais par exemple, l'accompagnement guitare de telle chanson.
Et on va faire du transfert stylistique, c'est-à-dire qu'on va dire je veux cet accompagnement de guitare, ce qui est un fichier audio, un fichier MP3 par exemple, et je veux transférer le style de ça dans une autre chanson qui n'a rien à voir, où il y aura d'autres accords, d'autres tempos, d'autres signatures rythmiques, etc. Et donc tout l'enjeu technique, on peut l'imaginer, hein, il est de garder ce qu'on appelle le groove, il est de gérer les transitions et de s'adapter au fait que la nouvelle chanson, elle a des accords, des harmonies, des notes qui n'étaient pas dans l'original, donc il va falloir quelque part inventer des choses qui n'étaient pas dans l'original, donc on ne peut pas simplement recopier, s'adapter au nouveau rythme, etc. Exemple. Alors là, je vous donne un exemple. Je vais faire un peu de bossa nova maintenant. Donc Tom Jobim, un grand compositeur à bossa nova, a composé cette chanson, Insensatez. Donc je vous la joue avec. Donc ce que vous entendez, c'est la mélodie jouée par un synthétiseur. Et ce qu'il faut écouter, c'est la guitare derrière, jouée par un guitariste brésilien, avec le style pur de la guitare brésilienne. C'est des harmonies compliquées, des rythmes un petit peu balancés, toujours un petit peu en retard, des choses comme ça, d'accord ? Donc ça, c'est un enregistrement. Juste un problème avec les enregistrements audio avec un micro. On a pris un guitariste brésilien, on en a plein. Et on veut garder le balancement, hein, le style, la texture. Je reviens au fait, le léopard. On veut léopardiser, si vous voulez, l'accompagnement de guitare, d'accord ? Et puis de temps en temps, il y a des imperfections. On veut tout garder, mais on veut faire jouer par exemple Michel des Beatles, donc ça c'est pas du tout la même harmonie. Donc vous reconnaissez la mélodie de Michel avec le style de guitare de l'original, il n'y a pas d'effet de... C'est seamless, sans couture, comme on dit, il n'y a pas de solution de continuité. C'est comme si le Brésilien en question avait joué Michel. Hein. Et on fait ça avec n'importe quoi. Alors je donne juste... Ça, c'est ce qu'on appelle du strumming. Là, le deuxième exemple, Friends to Go, c'est une chanson de Paul McCartney. C'est l'accompagnement de guitare avec un médiator, démo. Donc, ça ferait un son très particulier. Et quand on regarde cet enregistrement, c'est pas du tout. Ça a l'air très simple, c'est pas carré. C'est-à-dire que les gens, ils attaquent les accords toujours un petit peu avant les barres de mesure. Donc, c'est un enfer, si vous voulez, à découper. C'est un enfer. Et donc, le système va quand même arriver à prendre ça et l'appliquer, le transférer, par exemple, All of Me, une chanson de Sinatra. Okay. Donc on reconnaît le strumming, l'accompagnement de guitare qui a été accéléré et surtout qui jouait sur des harmonies qui sont complètement différentes. D'accord ? Donc ça, on sait assez bien faire. Alors, comme j'ai un projet ERC, la Commission européenne, l'année dernière, m'a dit, puisqu'on vous donne des subventions pour faire des machines qui génèrent qui apprennent les styles, vous allez nous faire des réorchestrations de l'hymne européen, n'est-ce pas ? Pouvez-vous ? J'ai dit non, bien sûr. Donc l'hymne européen, c'est l'Ode à la joie de Beethoven, une mélodie que vous connaissez, da, 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 etc. Et donc on a fait 7 réorchestrations de l'Ode à la joie dans 7 styles différents qu'on a présentés au Parlement européen. Donc je vous donne l'Ode à la joie, notre hymne donc européen en bossa nova, je donne ça. Donc là, on a essayé de reproduire l'ambiance, l'orchestration de la bossa nova des années 60. Je ne dis pas que c'est créatif, je vous parle de transfert stylistique, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, ce qui marche bien. Ça marche, je pense, très très bien. C'est-à-dire qu'on est capable, en effet, de créer l'impression que cette chose a été faite par des êtres humains en question, en tout cas ceux qui ont produit les choses qu'on avait mis en entrée du système. Je vais vous donner un autre exemple, même s'il est encore un peu tordu, mais je reprends Michel des Beatles. Donc cette fois, je prends la partition là-bas, qui est en haut. Donc la partition, ce qu'on appelle le lead sheet, c'est-à-dire juste au fond la séquence, encore une fois, des notes. Et puis je vais en faire une orchestration avec du transfert stylistique nouvelle. Donc je prends à gauche Stevie Wonder, donc Love's in Need of Love Today. C'est une vieille chanson des années 80 qui commence par cette espèce de chœur, d'accord, que certains connaissent, qui est une grande chanson très connue. D'accord, je prends juste ça. Et puis,
Et puis je prends, ça va me faire une espèce de texture de chœur, et puis je prends une basse que je prends sur ce morceau, juste undo. Vous avez une basse qui fait un peu boom boom, un peu syncopé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'on donne en entrée, c'est donc ces deux morceaux, et on leur dit transfère-moi le style vers Michel. Je rajoute un petit peu de batterie, bon, ça fait ça. Donc on reconnaît bien la basse du morceau, on reconnaît bien les chœurs qui ont été complètement adaptés dans des harmonies nouvelles, etc. Okay. Donc ce que ça va produire, ça, c'est des outils, en fait, des outils de création. On va dire, tiens, si je pouvais mettre ce machin-là qui n'a pas été du tout fait pour l'appliquer, le transférer à ma chanson, ben voilà, ça serait peut-être intéressant. Donc c'est ça qu'on fait. J'ai rajouté juste une slide là pour dire, parce que cette problématique de créer de la synthèse de voix, la synthèse de voix chantée, c'est un vieux problème en informatique musicale qui est dur et il y a eu beaucoup de choses récemment très spectaculaires. Vous avez peut-être entendu parler d'Hatsune Miku, je ne sais pas si vous connaissez, non ? C'est une des plus grosses stars du pop au Japon, hein, qui est complètement virtuelle, elle n'existe pas, c'est une voix de synthèse créé avec un algorithme, enfin, un système qui s'appelle Vocaloid, qui fait de la synthèse de voix chantée. Alors, parfaite, je dirais pas parfaite, mais presque parfaite, en tout cas suffisamment bonne, suffisamment expressive pour que les gens, non pas dans les labos, mais des foules entières de milliers, de dizaines de milliers de gens, considèrent qu'elle a suffisamment d'expression et d'humanité pour qu'on y croit. Donc, elle a été longtemps au top 50 au Japon, hein, c'est important. Là, je vais vous faire écouter Alice. C'est une voix faite par des Français, hein, à partir du moteur Vocaloid. Donc, c'est une voix de synthèse un peu différente d'Hatsune Miku. Et je vais vous faire écouter un bout de chanson que nous, on a composé avec nos systèmes, juste pour vous montrer un peu le type de voix. Voilà, elle chante des paroles qui sont juste ba-ba-ba, il n'y a pas de paroles particulières. Et vous voyez, donc on crée quelque chose qui ressemble à de la voix humaine, qui est suffisamment proche pour qu'on se dise quelque chose d'organique, si vous voulez, mais qui en même temps est un peu différent. Hein, il y a quelque chose de différent. Donc je mentionne juste les progrès récents de Google, la WaveNet, qui font des choses formidables. Adobe Vocaux, vous avez entendu parler, le Photoshop pour la parole non chantée. Mais là, je veux juste montrer les choses qu'on a fait récemment, qui utilisent une autre technique qu'on appelle la synthèse concaténative, qui est d'une certaine manière plus rudimentaire, mais qui provoque des choses très intéressantes. Donc, ce qu'on a pris, c'est Marvin Gaye. Mon Dieu, je vais me faire détruire. Tout ce que je fais, évidemment, profondément illégal. Hein. Je n'ai pas le droit, en tout cas, de diffuser cette musique. Hein. On est dans un cadre scientifique. Je vous montre des échantillons de notre laboratoire. Je ne vends pas cette musique. Donc Marvin Gaye, que vous connaissez, on peut lui faire chanter Les Feuilles Mortes, par exemple. Là. Oui, c'est intéressant parce qu'il n'a jamais chanté cette chanson, évidemment. Mais on reconnaît ses intonations, ce timbre de sa voix. Bon, je laisse quelques secondes, mais... Je laisse pour que vous ayez le B, parce que le B est pas mal. On a l'impression qu'il dit quelque chose. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et tout ça est entièrement automatique. Donc ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas est-ce que ça, c'est créatif ? La question, c'est avec ça, avec ces outils qui permettent de créer très très vite, en quelques secondes, des artefacts de ce type, on va pouvoir en effet augmenter la créativité des compositeurs, des gens qui utilisent ces outils. Donc ça, je vous ai parlé de son, je vais parler de partition maintenant, ou de lead sheet, ou de ce qui se passe au niveau du texte de la musique. Hein. Et d'ailleurs, dans notre projet, on ne s'intéresse pas que à la musique, on s'intéresse aussi au texte et à la génération de textes sous contrainte, comme à l'Oulipo, et comme dans ce genre de choses. Alors, je ne vais pas non plus parler trop de techniques. Je vais vous montrer ce qu'on fait en ce moment, qui utilise là des techniques en effet de deep learning ou similaires. Donc,
un des grands exercices, c'est Bach. Parce que Bach, il a composé des chorales à 4 voix. Donc ça, je vous ai montré ce que c'est qu'un vrai choral de Bach. Joué à l'orgue, c'est pas chanté. Hein, donc il y a un soprano et une mélodie là-haut. J'ai pas qui est tiré souvent de mélodies déjà existantes ou composées par Bach. Ça, c'est le soprano. Et puis bon, il y a 3 autres voix qui sont écrites par Bach, très très vite d'ailleurs, parce qu'il faisait ça pour le dimanche, la messe du dimanche, donc il faisait ça extrêmement vite, il en a composé 400. Et aujourd'hui, si vous voulez être capable de faire ça, il faut faire des études assez longues. Il faut aller au conservatoire, suivre des cours d'écriture, ça prend 7-8 ans, et c'est difficile. Il n'y a pas que des règles sur les dissonances, consonances, il y a tout un tas de choses à savoir sur les patterns caractéristiques, les cadences, les choses qui sont bien, les autres qui sont maladroites, etc. Donc c'est vraiment un art difficile. Et donc, les informaticiens essayent de construire un système qui font les chorales de Bach depuis très longtemps. Il y a eu un type qui s'appelait Epsioglu, et avec toutes les technologies du jour. Donc, quand il y a eu la mode des systèmes experts, il y a eu un système expert pour faire du Bach, la programmation génétique, il y a eu de la programmation génétique pour faire du Bach, etc. Mais là, aujourd'hui, on atteint un degré de sophistication qu'on pourrait presque dire définitif, puisque maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est de construire un système dans lequel on ne fait rien d'autre que donner les exemples, quelques chorales de Bach, quelques centaines, bon ça dépend, après on peut discuter techniquement de ce qui se passe, et donc on donne des chorales de Bach en entrée au système. Bon, je passe les problèmes de représentation, qui sont compliqués. Ceci n'est pas une séquence, hein, c'est une quadriséquence, avec des durées, donc ça ne se linéarise pas comme une séquence. Hein. Bon, ça... on passe. Mais ce qui se passe, bon ça je vais passer aussi, ce qui se passe c'est qu'on est capable de créer des modèles statistiques au fond qui vont s'intéresser à observer les corrélations fréquentes entre les notes et les notes successives, juste après et juste avant, et aussi les notes qui sont dessous et celles qui sont en diagonale. Et on va voir ça comme un système physique. Donc on a utilisé, donc ça c'est le travail de Jason Sakellariou, qui est physicien, qui utilise des modèles qui sont utilisés en biologie, en physique, pour modéliser le comportement de systèmes complexes composés de nombreuses particules. On essaye de modéliser les interactions binaires dans un système comme ça. Et il existe donc des technologies, des modèles pour faire ça. Et donc l'idée, c'est qu'on va prendre ça et on va dire, tiens, on n'a pas un cristal ou un matériau ferromagnétique, on a des notes, mais on va faire comme si c'était un système physique et on va faire comme s'il y avait des interactions, entre les notes, on sait qu'il n'y en a pas, mais on va faire comme si, puis on va voir ce que ça va donner. Et quand on fait ça, eh bien, ça marche d'une manière extrêmement efficace. Alors, je vous montre comment ça marche, aussi pour que ça ne soit pas de la magie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va donner en entrée plein de chorales de Bach au système. Le système va inférer l'expression, qui est une expression de la probabilité du système, où chaque note est une variable, S1, Sn. S'il y a 20 notes, il y a 20 variables, etc. Et on va inférer les paramètres de cette expression, l'hamiltonien, etc. Et donc, quand on a fait ça, on peut faire avec des techniques, disons, relativement standards, on peut sampler de nouvelles solutions, créer de nouvelles solutions. Alors, qu'est-ce que c'est sampler dans ce cas-là ? Eh ben, je vais vous faire écouter du Bach, alors un soprano de Bach. Ce qui se passe, c'est qu'il commence par une solution aléatoire qui va être très mauvaise, et puis il va la réparer en utilisant des techniques de Monte Carlo. Et alors, vous allez voir qu'assez vite, ça va converger, donc je vais vous faire écouter ça. C'est l'ode à la joie, pardon. Vous reconnaissez l'ode à la joie à l'entremprano, et ça fait n'importe quoi. Là, ça fait des trucs un peu moins faux. C'est impeccable. D'accord ? Ah merde, je vais l'arrêter au milieu, j'y arrive pas. Mais vous avez vu qu'il y avait des couleurs. Bon, je n'ai pas le temps, mais en fait, il a appris toutes les règles d'harmonie, il a appris toutes les cadences, il a appris tout ça alors qu'on lui a rien dit. C'est juste la puissance des mécanismes de généralisation qui fait les choses comme il faut. Et le système ne sait pas ce qu'il fait, et nous, on ne sait pas non plus ce qu'il fait, mais ça marche beaucoup mieux que les systèmes qu'on avait fait jusqu'à présent. Je vais vous faire écouter un peu de Mozart, je glisse sur les détails, ce n'est pas exactement les mêmes modèles. Du Mozart fait comme ça.
Donc, on sent qu'il y a des tensions qui sont résolues. On a l'impression qu'en effet, le système arrive à capturer la texture locale, mais aussi la notion de phrase, et un petit peu plus que ça. Je ne vous le joue pas très longtemps, parce que justement, quand on le joue longtemps, on s'aperçoit qu'il y a un problème. On s'aperçoit que le système, il n'a pas de sens de direction, il n'a pas de structure, ça va être la conclusion. Mais est-ce que j'ai un peu de temps? Je ne sais pas combien j'ai de temps. Est-ce que vous voulez du bac ou je passe ou je laisse tomber? Non, bon, je n'ai pas fait le temps de faire le test. Mais on a fait un test en ligne où on faisait écouter des morceaux de différents modèles, du bac original et différents modèles de bac. Et celui qu'on a fait, qui s'appelle Deep Back, est tel que le test que l'on fait est tel que les experts, qui est la ligne d'en bas, et le système Deep Back, c'est le troisième, ça c'est le bac original, eh bien, ils n'arrivent pas à distinguer les vrais extraits, enfin les extraits du vrai bac des extraits générés par le système. Donc ça veut dire que le système est capable de modéliser la texture de bac de manière très très bonne. Je ne vais pas dire parfaite, parce qu'en science, parfait, on se fait engueuler tout de suite, parce qu'en effet, il y a quand même de temps en temps des petits trucs, mais c'est très 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 bon, avec aucune connaissance mise dans le système, aucune, juste des exemples. Je vous fais écouter, je vais vous faire écouter l'original de Bach ici, sur une chanson qui s'appelle, bon, c'est écrit en allemand, qui veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça c'est le vrai Bach. Bon, j'arrête. Et je vous fais écouter une génération par le système sur le même soprano. Hein. Vous pouvez vérifier, le soprano est le même, ça c'est par le système. Pardon. Bon, j'arrive pas à faire marcher ça. Donc c'est très bon. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ça c'est joué sur un orgue, sur un synthé, d'accord. Donc c'est un peu synthétique. Maintenant, je vais vous faire écouter, fait par Emmanuel Derutti, la même chose, donc la version générée, entièrement générée, mais jouée avec des flûtes. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes de Bach ici, mais on peut dire que c'est très très bon. Et encore une fois, le système, il n'a rien fait d'autre que d'analyser les exemples. Mais on lui a imposé le soprano, hein, c'est fondamental là, ici. En fait, il a réharmonisé les sopranos existants. Et donc, on peut considérer que Bach, c'est une texture de léopard, la structure, l'hymne anglais, par exemple. Hein, donc là, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait les transferts stylistiques sur le God Save the Queen ou sur l'Ode à la joie ou sur n'importe quoi. Je saute, j'ai pas le temps. Je reviens à l'Ode à la joie qu'on peut faire en piano jazz. Je sais pas si vous reconnaissez la mélodie de la joie. Ok, je veux parler un peu de pop, de musique pop quand même, parce qu'au fond c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Et pour beaucoup de gens en musique, surtout en recherche informatique musicale, le pop c'est moins bien, c'est moins sérieux, c'est moins compliqué que la musique classique, que la grande musique, que Bach, Mozart ou Wagner. Je suis persuadé du contraire. Bon, c'est polémique, hein, je ne veux pas non plus me faire trop engueuler, mais on fait du Bach, on peut discuter, est-ce que ce Bach il est correct, très bon, est-ce qu'il aurait une très très bonne note ou une bonne note, on peut discuter ça. Le problème du pop, c'est que ce n'est pas ça l'enjeu. Quand on fait du pop dans la musique populaire, on fait de la musique qui doit plaire. Et plaire, c'est un problème mal posé hein, pour les informaticiens. Plaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Alors on peut le mesurer, par contre, c'est assez facile à mesurer. Hein. Combien de gens ont cliqué sur la vidéo, combien de gens ont acheté le disque, hein. C'est très mercantile, donc, mais tout de même, c'est une sorte de mesure. Mais personne n'a jamais compris, aujourd'hui, qu'est-ce qui faisait qu'une chanson, par exemple, avait du succès et pas une autre. Personne n'a la moindre idée de ça. Il y a des gens qui prétendent savoir, mais en fait, c'est pas vrai. Personne ne sait. Et donc, dans ce sens-là, le problème est beaucoup plus difficile.
Une bonne chanson, une bonne mélodie, il y a eu des traités entiers écrits là-dessus, mais en fait, on ne sait pas. Il faut que ça soit à la fois conformant stylistiquement, que la texture de la mélodie nous rappelle des choses, parce que sinon, on est perdu. Il faut qu'il y ait des surprises, mais pas trop. Il faut que les surprises se résolvent. Bon, tout ça, c'est des mots, mais en fait, on n'a pas de définition, on ne sait pas faire. En fait. Donc, c'est ça que nous, on essaie de faire. Je voudrais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Je ne pense pas que j'ai le temps de montrer le système. Il y a une vidéo sur YouTube éventuellement qui montre ce qui se passe, mais ce qu'on a, c'est donc une grosse base de données, cette fois non pas de sons, mais de partitions, de chansons. On a 13 000, on a tout le jazz, le pop, la musique brésilienne, enfin les musiques pour lesquelles les partitions ont du sens. Et on a un système en ligne, donc un web service dans lequel on peut dire, voilà, je voudrais créer une nouvelle chanson et je voudrais les créer dans le style de cet ensemble de chansons. Toutes les chansons de Jobim, ou bien telle chanson des Beatles et toutes les chansons de Rihanna. Bon. Donc on définit un ensemble, ce qu'on appelle le training set, hein, l'ensemble qu'on va fournir au départ au système. Cet acte-là est un acte créatif. Il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est nouveau. Avant, on ne faisait pas comme ça. Avant, on prenait une guitare et puis on attendait qu'il se passe quelque chose. Et puis tout se passait dans la tête. Alors maintenant, avec les systèmes, on va dire, ben non, je vais te donner un ensemble de départ de chansons qui peut être tout petit, très gros, qui peut être... bon, et là, il y a une possibilité, le nombre d'ensembles, hein, si vous avez 13 000 chansons, le nombre d'ensembles de 13 000, Joël, tu peux... C'est, je sais pas, 2 à la puissance 13. Enfin, c'est gigantesque. C'est un acte créatif, on va le voir. Et le système, une fois qu'on lui a donné les chansons, le training set, il va pouvoir générer des solutions qu'on va pouvoir écouter. Et on va dire, tiens, c'est bon, j'arrête. La première solution est géniale, j'ai fini mon boulot, et j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai un truc génial. Ou bien non, j'aime pas, donne-en-moi une autre. Donne-en-moi une autre. Ou bien, tiens, j'aime bien le début, ça, mais la fin, pas trop, donc garde le début, refais une autre fin. Ou le milieu. Ou bien, j'aime bien la première mesure et la dernière, mais au milieu, je voudrais qu'il y ait un fa dièse. Alors on met une contrainte, je mets fa dièse, et on demande au système de sampler avec ces contraintes. D'accord ? Et ça, c'est ça qu'on fait. Alors ça donne des résultats très étonnants. Je vais... je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça. Si, je vais peut-être montrer cet exemple. Donc, je reprends une sensatez de Jobim tout à l'heure. Donc la partition, elle est là. Ça, c'est la version jouée par John Gilberto dans les années 60. Là, on remonte assez loin déjà. Vous avez dû entendre cette chanson quelque part, j'imagine. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va pas faire une génération à partir de rien. On va dire, tiens, on va faire une variation, pour une fois. C'est-à-dire, je voudrais faire une chanson qui soit à une certaine distance de celle-là, suffisamment grande pour pas qu'on m'accuse de plagiarisme, très important, mais pas trop loin pour que les gens aient une réminiscence de ce truc, mais qu'ils ne savent pas très bien pourquoi. D'accord ? Et ça, on peut le faire. On peut le faire alors avec des techniques aussi d'apprentissage qui sont les mêmes. En fait, on peut apprendre une distance en regardant, en analysant des chansons existantes, par exemple toutes les chansons de Tom Jobim. Alors, on fait ça, on demande, tiens, crée-moi une chanson pas trop loin, et on obtient cette partition. Bon, alors cette partition, je ne vais pas vous la jouer parce que pas le temps, mais je vais vous la jouer en l'orchestrant, si vous voulez, en faisant du transfert stylistique avec d'autres textures sonores pour aussi qu'elle ait une couleur différente de celle de John Gilberto. Donc je prends le piano de cette chanson-là. Vous n'entendez pas, mais il y a un tout petit peu de piano que je prends. Et j'ai la voix de... Ah, j'ai pas la voix. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je prends la voix de King Crimson, ça n'a rien à voir, c'est un chanteur. Je prends un moment, il chante a cappella, je prends sa voix sur une chanson qui s'appelle I Talk to the Wind, qui n'a strictement rien à voir. Hein, et je vais faire du transfert stylistique de ça et de la voix, et je vais obtenir ça. On reconnaît des petits bouts de trucs qui nous évoquent un sensatez. Bon, j'arrête, j'ai beaucoup de temps. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se dit, oui, il y a des espèces de chromatismes qui reviennent, on ne sait pas trop. Et puis il y a quelque chose qui est là, mais on
on ne peut pas dire ce que c'est, et on peut démontrer qu'on ne peut pas dire ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de sous-séquence plagiante. Hein. Mais il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que le système a abstrait dans son modèle, par exemple dans une couche cachée, typiquement, si c'est un réseau de neurones. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans, mais c'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on va entendre, c'est l'abstraction des morceaux qu'on a donnés en entrée et qu'on va pouvoir donc utiliser de manière pour créer d'autres morceaux. Donc on a fait plein d'expériences comme ça en essayant de créer des bonnes chansons, des bons morceaux, et c'est très dur. En jazz, par exemple, Miles Davis a écrit beaucoup de morceaux qu'on appelle les standards, comme Solar, donc ça c'est écrit par... C'est d'ailleurs pas lui qui l'a écrit, parce qu'il l'a volé, mais bon, peu importe, ça c'est... En tout cas, c'est très connu, tous les musiciens de jazz connaissent ça. Et donc on prend ce morceau, je vais quand même le jouer, là. C'est cette mélodie. La première ligne, deuxième ligne. La deuxième ligne, en fait, ressemble à la première, d'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle une structure interne. C'est-à-dire que la première ligne ressemble à la deuxième, et puis là, la dernière ligne, cette mesure-là ressemble à celle d'après, d'accord ? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça, et puis on va virer tout le reste, et on va générer un nouveau morceau en gardant cette structure d'un peu d'autosimilarité. Donc ça, on sait le faire. On crée un nouveau morceau qu'on appelle Lunar, évidemment, parce que Solar, Lunar. Donc Lunar, il est fait avec la structure de Solar, structure répétition de Solar et corpus de Miles Davis. Et ça fait un truc intéressant, je vais vous le jouer très rapidement. C'est première ligne, deuxième ligne. Vous voyez que ça ressemble à la première, mais c'est pas pareil. Et dernière ligne. Ouais, les deux mesures se ressemblent aussi. Et quand on fait ça, on crée un morceau qui tient la route, qui tient tellement qu'on a fait un concert de jazz à Londres, dans un grand club, où voilà, on donne à des vrais musiciens, et ils le jouent comme si c'était un standard, plus vite, évidemment. D'accord ? Et ça, c'est très dur. Enfin, si on veut vraiment se mettre à l'épreuve, c'est très dur de faire un morceau de 12 mesures qu'un musicien de jazz va vouloir jouer et improviser dessus. C'est très difficile, il faut que le morceau il soit très solide, parce qu'un musicien de jazz, ça casse les morceaux qu'on lui donne. Donc si le morceau n'est pas solide, c'est pas intéressant, ils ne le font pas. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même à faire des choses qui sont au bon niveau. Récemment, je vais m'arrêter là, mais on a fait un concert à la Gaîté Lyrique à Paris avec 8 musiciens de pop qui ont composé des morceaux dans leur style à eux, en s'inspirant de différents éléments qu'il y avait dans la base et qui l'ont joué. Donc c'était le premier concert de pop composé par IA. Je vous donne juste ça, quelques secondes. C'est Camille Berthaud. 1, 2... qui une jeune chanteuse de jazz assez extraordinaire, et qui là chante un morceau composé en temps réel, un morceau de quelques mesures, dans le style de Bill Evans. Bon, quand on fait du jazz, Bill Evans, c'est un monument. C'est très difficile de faire les choses de cette qualité. Donc juste quelques... pour que vous voyez ce que ça donne. 3, 4... Donc c'est un nouveau thème qui a la qualité d'un standard. Je conclus, je crois que je suis en retard. Récemment, on a eu un certain succès médiatique, je dirais, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, social. On a créé donc un nouveau titre qu'on a composé avec 45 chansons des Beatles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, enfin, il passait partout. Peut-être que vous en avez marre, sinon je vous donne quelques secondes. Bon, et on reconnaît des trucs des Beatles, on pourrait être plus précis d'un point de vue musicologique. Bon.
Mais donc aujourd'hui, là où on en est, si vous voulez, ça n'est plus dans la démo le fait qu'on arrive à générer des choses intéressantes. Là où on en est, nous, c'est d'essayer d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de faire de la vraie musique populaire, pop, enfin bon, mainstream, comme on dit, qui ait un certain succès, en tout cas qu'on puisse mesurer pour la confronter à la musique qui est faite normalement, disons, par les êtres humains sans machine, pour arriver à montrer qu'on arrive non seulement à faire les choses de même qualité, mais faire des choses nouvelles et des choses intéressantes. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Hein. Ce n'est plus un enjeu d'imitation. Et donc, je vais juste conclure avec ma slide de conclusion qui était celle-là. C'est qu'aujourd'hui, pour résumer la situation, on a des technologies qui savent très bien découpler structure et texture et qui savent très bien modéliser la texture. Et donc, aussi très bien la réappliquer, un peu comme une espèce de papier peint, si vous voulez, qu'on mettrait un peu dans n'importe quelle forme d'appartement. C'est ça qu'on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, et c'est un sujet de recherche très actif et très dur et vraiment passionnant, c'est créer des structures nouvelles. Alors évidemment, ça on sait le faire, on crée une structure au hasard, on sait faire. Mais une structure qui ait du sens par rapport à la texture qui va la remplir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne sait pas créer la structure d'une chanson, par exemple AABA, couplet refrain, ou la structure d'autosimilarité que j'ai montrée dans Solar. On peut en créer au hasard, mais on ne sait pas en créer qui vont aller bien avec le contenu qu'on va mettre à l'intérieur. Et c'est ça qui fait le musicien, c'est ça qui fait le créateur en général, c'est-à-dire qu'il fait les deux. Lui, il fait ça, et puis les choses collent bien ensemble, elles ont du sens in fine. Hein. Donc aujourd'hui, l'IA ne fait pas ça, ne sait pas faire ça. La seule chose qu'on fait, c'est du transfert stylistique. On sait faire de la génération aussi spontanée, je dirais pas spontanée, c'est pas le bon mot, mais la génération sans structure. Mais on n'arrive pas à créer des structures aussi intéressantes que les êtres humains. Ça pose des problèmes techniques, notamment de corrélation à long terme, parce que dans une structure, ce qui se passe, c'est qu'il y a des corrélations locales, moyen terme et très long terme. Par exemple, le dernier accord de la symphonie, il va reboucler sur le tout premier. Donc il y a une corrélation très très longue, on ne sait pas faire. D'accord ? On ne sait pas faire comme il faut. Ça, c'est un problème technique. Voilà, je vais m'arrêter. Je voulais vous dire que la dernière partie, les dernières phrases m'ont beaucoup rassurée. Et je suis contente aussi de revoir cette photo parce que la première chose que j'ai pensé quand je l'ai vue, c'est « ceci n'est pas un léopard ». Et ça m'a rassurée en même temps. Qu'est-ce qui n'est pas un léopard ? Ça ? Ah bah oui, c'est l'idée, oui. Et donc, pour l'instant, vous le disiez à la fin, on n'a pas réussi encore à faire les deux ensemble. Donc, c'est l'acte créatif, finalement, de la machine que probablement la machine n'arrivera pas à faire. Et ça m'a fait penser... juste un instant, ça m'a fait penser à la voix de Maria Callas, n'est-ce pas ? La casta diva. Hein? Une machine n'arrivera jamais à le faire parce que l'acte créatif de l'être humain se nourrit non seulement de ses forces, mais surtout de sa faiblesse. Et la faiblesse, c'est notre force, finalement. C'est ce qui nous permet d'explorer, de se questionner. Est-ce qu'une machine n'arrivera jamais à le faire ? Je ne le sais pas, mais ça m'a fait penser à la dernière scène finale de 2001, Odyssée dans l'espace, quand cet ordinateur cherche à prendre le pouvoir, cet homme finissant finalement, et quelles sont les dernières phrases que cet ordinateur va dire ? C'est une chanson d'enfant. Et c'est comme ça qu'il s'éteigne. Merci. Je suis content parce qu'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question un peu provocatrice. Je suis là. C'est que je comprends très bien quel est le sens de votre travail à vous. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous obstinez à essayer de faire par des machines ce que des musiciens font très bien. Beaucoup mieux même que les machines. Donc je comprends très bien à quoi ça sert ce que vous faites. Ah bon, si vous me provoquez, le problème c'est que moi j'aime ça, la provocation. Alors je vais répondre. Pourquoi les gens essaient de battre des joueurs d'échecs, de Go, conduire des voitures. Donc pour le domaine de l'art, en effet, le problème n'est pas un problème de productivité, de vitesse ou de performance qui serait mesurable comme aux échecs, le classement Elo, etc. On n'a pas ça. Enfin,
on a quand même cette histoire de l'audience. On peut quand même tester ce que pensent les gens. Mais pourquoi je le fais ? Je le fais parce que je suis persuadé, au contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire que la machine peut faire, dans certains domaines, beaucoup mieux que l'homme. Beaucoup mieux. De toute façon, déjà, pour Bach, elle fait mieux que la plupart. Il faut être très, très fort pour faire du Bach. Mais c'est juste un exemple. Hein. Mais ce que j'ai voulu faire ce soir, pour éviter précisément la spéculation abstraite, jeu auquel je suis très mauvais et même assez réticent, on va dire, j'ai voulu essayer d'expliquer l'état des technologies, ce qu'elles savent faire, la modélisation à texture. Et modéliser à texture, c'est compliqué, mais elles le font très très bien. Elles ne savent pas créer de la structure, disons, qui est une sorte de cohérence avec la texture. Ça, et je peux donner des exemples. Après, d'une part, pour répondre à madame qui, tout à l'heure, qui elle sait déjà qu'on ne va pas y arriver. Je ne sais pas. Moi, je crois que si, on va y arriver, mais c'est de la spéculation, je ne sais pas. Mais pour votre question, pourquoi on fait ça ? Mais parce que ça va permettre de faire tout simplement, de créer des objets musicaux, par exemple, ou des trucs comme ça, auxquels sophistiqués, qu'on n'aurait peut-être pas fait ou pas pu faire facilement. Donc c'est juste, pour moi, un outil, tout simplement. C'est comme avec Photoshop, si vous voulez, on prend toujours cet exemple qui est un peu... Bon, mais Photoshop, faites des choses qu'à la main, ça sera vraiment très très difficile à faire, et c'est devenu un outil complètement standard aujourd'hui. Là, on fait de l'application, on fait du transfert stylistique. Et en effet, la machine, aujourd'hui, n'a pas d'autonomie, de ce qu'on appelle agency en anglais, le sens de créer ses propres buts, d'avoir une conscience d'un artistique. Ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas du tout faire, et ce n'est pas véritablement, je crois, le but encore aujourd'hui. Bonsoir et merci. Alors moi, je suis soprano, auteur, compositeur, interprète, et je me demande, il y a une chose qui manquera à la machine, je pense, c'est l'émotion, et tant mieux, parce que et les formants aussi, ce qu'on a dans la voix, ce qu'on appelle le timbre, et ça c'est très important, et c'est ce qui fera certainement toujours, et j'espère, la différence entre une machine et l'humain. Et une autre question, alors plutôt technique, que devient la SACEM quand vous créez donc la machine? C'est la personne qui va donner l'information à la machine qui est compositeur. Est-ce que vous pouvez appeler ça de la composition? Effectivement, quand vous dites qu'il y a des études, moi effectivement j'ai mes prix de conservatoire, 7 ans pour apprendre justement à écrire comme Bach ou comme Vivaldi. Effectivement, c'est extrêmement difficile l'écriture. Mais voilà, que devient les droits donc de SACEM? Merci. Alors, deux questions très différentes. La première question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'histoire de l'émotion. Je suis d'accord que le mot existe, qu'on ressent des choses qu'on nomme émotion, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais je suis très terre à terre, je reviens à l'IA. Qu'est-ce que la technologie aujourd'hui permet de faire? En fait, on sait assez bien, d'ailleurs Joël tout à l'heure a mentionné Ramon Lopez de Montaras, qui a beaucoup travaillé sur cet aspect, pas d'émotion, mais disons de ce qu'on appelle l'expression, l'expressivité, c'est-à-dire comment on joue une partition de manière mécanique, comment on la joue comme un humain la jouerait, c'est-à-dire un humain, il va jouer la partition en introduisant tout un tas d'artefacts, de déviations, de micro-déviations temporelles. Hein. Il ne va pas jouer les notes exactement, il va jouer un petit peu avant, un petit peu après, il ne va pas les jouer exactement à la dynamique qui est marquée, il y aura un aspect expressif. Et ça, en fait, aujourd'hui, on sait très bien le modéliser, contrairement à ce que vous dites. Ce n'est pas l'émotion, hein, c'est l'expression, c'est-à-dire le fait qu'on peut jouer une mélodie, ou même, pas forcément une mélodie, par exemple Gerhard Widmer, à Lo-Fi, joue des sonates, joue du Chopin, hein, par des systèmes qui jouent du Chopin de manière extrêmement convaincante. On a vraiment l'impression que c'est un être humain qui joue. L'émotion, je préférais ne pas en parler, je ne sais pas très bien définir ce que c'est, mais en tout cas, du point de vue de l'expression, non, les mêmes techniques, d'ailleurs, permettent de modéliser très bien l'émotion. Après, l'histoire de la SACEM, alors, honnêtement, moi, je passe mes journées à discuter avec des juristes, métier que je hais, pour lequel j'ai jamais été formé. Justement, j'ai choisi de ne pas faire ça. Mais
si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a d'une part comment la législation du droit d'auteur actuelle arrive à rendre compte de ce qui se passe. Et ça, c'est un problème qui devient urgent. Urgent parce que, pas en musique classique, pas dans tout un tas de genres musicaux pour lesquels ils ne sont pas du tout concernés, mais pour la musique mainstream pop, qui est quand même celle qui fait marcher le commerce de la musique, il y a ce que je raconte là, il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Et le droit, avec ces techniques d'intelligence artificielle, ça va se multiplier. Ça, je peux vous le garantir, et ça va aller très très vite. Et le droit d'auteur n'est pas adapté pour d'une part, protéger les œuvres qu'on aura utilisées en entrée de la machine. Déjà, on ne sait pas très bien faire ça. Et surtout pour protéger les œuvres originales que l'on aura créées avec la machine. Alors, en droit d'auteur conventionnel, pour pouvoir protéger, il faut qu'il y ait eu une intervention humaine, précisément. Si c'est juste la machine, vous ne pouvez pas la protéger. Donc, s'il y a eu l'expression de la créativité d'un utilisateur, c'est pour ça que moi, je m'intéresse à l'aspect outillage. C'est-à-dire que c'est un outil piloté par un être humain. À ce moment-là, si l'être humain il a mis sa créativité dans l'outil, comme j'ai essayé de montrer, en choisissant les bons paramètres, en essayant, etc., jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose digne d'intérêt, à ce moment-là, ce truc devrait être protégeable de manière sûre. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un no man's land juridique, si vous voulez. Il y a première question, le droit d'auteur existant, qui d'ailleurs diffère dans tous les pays, pas du tout le même en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, le droit moral en Europe beaucoup plus important. Mais la deuxième question, que je trouve plus intéressante, c'est comment changer le droit d'auteur, qui doit être changé pour rendre compte de ça, et rendre compte du fait que la sortie de ces systèmes... Il n'y a pas de rapport direct entre la sortie et l'entrée du système. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est ça qu'on a. C'est que vous mettez des trucs dans un système, ça fait des abstractions, ça fait des choses compliquées. Il sort des choses, mais les choses qui sortent, vous ne pouvez pas les lier directement aux entrées. D'accord ? Donc il faut légiférer là-dessus pour introduire... Moi, je pense qu'il faut introduire une nouvelle catégorie d'œuvres, disons, inspirées d'eux, et non pas plagiantes, mais inspirées d'eux. Et d'autre part, il faut pouvoir tracer l'origine des choses. Et c'est pour ça que le blockchain, par exemple, est extrêmement intéressant et prometteur, parce qu'il va permettre, en principe, de tracer exactement tout ce qui va se passer. Mais il y a les deux problèmes qui sont un peu antagonistes. Gérer le droit actuel et participer à l'évolution du droit. Comme on sait, le droit évolue très très lentement. Mais là, je pense qu'ils vont être obligés de le changer. Pour poursuivre cette question, et je vous remercie de votre exposé, est-ce qu'il n'y a pas aussi intervention de la qualité du matériel informatique et de sa complexification dans ces techniques qui s'auto-apprennent d'une certaine façon? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément supplémentaire là, dans le responsable, dans la gestion de la création, si j'ose dire, de cette musique, en plus de celui qui fait l'analyse statistique et du premier producteur du soprano? Vous voulez dire, est-ce que le programme lui-même devrait être... Non, la machine elle-même. Parce qu'elle appartient à quelqu'un l'a fabriquée, etc. Ouais. Et vous ne pouvez pas sortir vos créations, j'utilise le mot entre guillemets, s'il n'y a pas la machine derrière assez puissante pour la produire. Elle n'apparaît pas dans votre système de référencement du droit d'auteur. Non, c'est vrai, mais effectivement, peut-être on pourrait prendre ça en compte. C'est compliqué. Bon, je ne suis pas, comment ça s'appelle, un gourou de la technologie. Moi, j'y comprends rien à la technologie aujourd'hui. Je ne sais pas où ça va, si vous voulez. Je ne comprends rien. Mais ce que je crois, ce que je peux observer, c'est que la technologie, c'est-à-dire, surtout informatique, n'a plus de valeur. Je rappelle que TensorFlow, Google le donne. Vous pouvez utiliser tous ces algorithmes développés par des gens très très forts. Et la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle sont en libre accès. Sont libres de droit, vous pouvez l'utiliser. Donc ça veut dire que ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est plus la technologie, c'est plus non plus tellement les machines qui font tourner ces algorithmes. D'ailleurs, on ne sait plus où elles sont sur le cloud, elles doivent l'y être parce qu'effectivement, il faut que ça aille très vite. Donc vous ne pouvez plus faire marcher ça sur des PC chez vous, sur des machines physiques que vous avez chez vous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que la technologie, ça ne vaut plus rien. Quand je dis ça ne vaut plus rien, pas intellectuellement, ça ne vaut plus rien du point de vue commercial. Et la valeur, c'est les données. C'est ça le monde qu'on a fabriqué un peu malgré nous. Donc dans ce monde-là, en effet, les données reprennent de la valeur. Mais je ne pense pas que ce soit ni les algorithmes, ni les machines, c'est les données. Et toute la question, ça va être qui c'est qui va contrôler les données, ou c'est qui va posséder, disons, qui aura les droits sur les données qui vont être nécessaires pour faire marcher tout ça.
C'est là où va se passer, je pense, en tout cas, Vous la guerre. connaissez l'aphorisme, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit ou vous le client. Oui, tout à fait. Oui. Mais tout le monde travaille pour Google aujourd'hui. Parce que tout le monde utilise ces logiciels et donc leur donne de la valeur, de plus en plus. Mais c'est Google qui a les données. Enfin, je fais un petit couplet anti-Google, c'était pas du tout mon intention au départ, mais surtout que ce qui m'intéresse, c'est la musique. Google n'a pas de musique, par exemple. Mais par exemple, ceux qui ont les données musicales, disons les labels, alors c'est compliqué parce qu'il y a les labels en édition, qui ont les partitions, les labels phonographiques, qui ont les enregistrements. Ces données ne sont pas gérées. Les labels, en général, ne savent même pas où sont les enregistrements originaux, tout ça. C'est absolument pas géré. Or, c'est ça l'avenir. Il va falloir que les ayants droit des données se réveillent, s'organisent, légifèrent pour rendre tout ça accessible, etc. Et là, je pense qu'il va y avoir une énorme révolution sur les données. Ça, c'est sûr. Enfin, bref. Bonjour, merci pour la conférence. Du coup, vous avez quasiment déjà répondu, mais je me demandais du coup, par rapport à YouTube, en fait, vous savez, il y a un robot qui analyse les vidéos pour savoir justement si au niveau des musiques utilisées ou des morceaux de vidéo, ça appartient déjà à quelqu'un, tout ça. Je me demandais si c'était du coup le même genre de vidéo, y compris pour les créations originales, le même genre de robot qui n'est utilisé que ceux qui créent des musiques comme ceux que vous avez montrés pendant la conférence. Je ne suis pas au courant de ces histoires, mais en tout cas, je sais que le plagiat, la détection du plagiat, c'est très important. Et aujourd'hui, un artiste ou un label a la hantise de ça. Parce que ça peut détruire la réputation de quelqu'un. D'ailleurs, on le voit en littérature tous les jours. Hein. Des gens qui sont accusés de plagiat, ils ne s'en remettent jamais en général. Enfin, c'est très difficile. Hein. Parce que c'est un peu le péché absolu, le plagiat, dans notre civilisation. Ça veut dire j'ai copié, j'ai pas dit que j'avais copié. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote. Houellebecq, dans son dernier roman, on l'a accusé de plagiat, puisqu'il y a certaines pages où il a recopié des pages de Wikipédia pour description de certaines villes, etc. Il a répondu quelque chose de très bien. Il a dit non, moi je sais pas vraiment plagier. Il dit Flaubert, lui, il savait recopier des pans entiers de trucs sans rien changer. Moi, il faut toujours que je change une petite virgule. Bon, enfin, il avait pris le truc à l'envers. C'était très bien. Mais le plagiat, c'est ça la hantise. Donc toutes les institutions de production de contenu veulent absolument l'éviter, si vous voulez. Mais il y a une contre-culture qui fait le contraire aussi. Il y a plein de gens qui font de la musique avec des samples sur lesquels ils n'ont pas les droits et qui le diffusent de manière massive. Donc c'est compliqué, hein, la situation. Moi, je ne sais pas. Mais je vous donne les technos. Je dis, ça va dans cette direction. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Bonsoir. Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre exposé, ici. Et j'avais une question peut-être un petit peu plus technique. Du coup, c'était, par exemple, pour Bach, vu qu'on parle de contraintes qui sont purement déterministes, pourquoi, dans le processus d'optimisation, on avait besoin de proba et d'aléatoire? C'est bien ça la question? Oui, c'est ça. Pourquoi c'est déterministe? Non, c'est pas du tout déterministe. Les en quel contraintes sens? de départ. Le soprano est fixé, lui? Oui. Oui, mais pas il s'agit de pas les autres voix, pas l'harmonisation qui est en dessous, mais les contraintes qu'on va mettre, les intervalles qui sont autorisés, les enchaînements qui sont interdits. Oui, mais il y a beaucoup de possibilités. Effectivement, j'aurais pu le montrer. C'est-à-dire que pour un soprano donné, on peut générer énormément de solutions qui sont toutes aussi bonnes. Hein. Mm-hmm. Et l'optimisation... Ah oui, je comprends. L'optimisation, ça consiste pas à trouver la solution optimale. Oui, ça consiste à trouver une solution qui maximise, disons, dont la... comment je vais dire ça? Qui va minimiser une énergie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dont les interactions entre les notes vont être les plus proches de celles du modèle. Mais il y a beaucoup de solutions. Il y en a une infinité, non, mais il y en a énormément. Et chacune de ces solutions a une certaine probabilité. D'accord. Et quand on fait du sampling, on essaie de trouver des solutions qui ont une grande probabilité. Et du coup, est-ce qu'on arrive tout le temps à des solutions exactes ou c'est parfois des solutions approchées qu'on a, puisqu'on n'arrive pas à trouver une solution optimale pour le sampling? Ça ne se pose pas tellement... non, elles sont toutes... non, c'est pas ça, c'est que vous avez un processus probabiliste donc, que vous avez estimé correctement, et ensuite vous samplez là-dedans. Donc vous allez tirer des échantillons avec une certaine probabilité, hein, et la probabilité de tirer l'échantillon est égale à la probabilité de l'échantillon dans le modèle. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est qu'on va tirer plus souvent des solutions probables et beaucoup moins souvent des solutions peu probables.
Donc il n'y a pas de notion d'optimum, tu vois. C'est pas tellement comme ça que ça se passe. Mais ces histoires de probabilité sont compliquées. Hein. Enfin, je veux dire, fondamentalement. Bonsoir. Juste une question sur les tubes que vous avez nommés, où effectivement, je veux dire, c'est un grand mystère qui fait qu'on maîtrise, enfin, de savoir quelle chanson va devenir ou pas devenir un tube. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées aussi là, dans ce secteur, dans le style que vous menez, où derrière on rentrerait les paramètres liés aux 500 derniers tubes sortis, pour mélanger tout ça, analyser tout ça statistiquement, pour essayer de déceler qu'est-ce qui pourrait faire qu'une production devienne un tube ou pas? Oui, oui, la réponse est oui. Et ça s'appelle la branche, les gens qui font ça, ce truc, ça s'appelle Hit Song Science, la science des chansons qui sont des tubes. Hit Song Science, HSS. Et il y a eu même plusieurs entreprises qui ont été créées depuis une dizaine d'années qui prétendent être capables de prédire un tube. C'est-à-dire, vous leur donnez, leur business, c'est vous leur donnez votre chanson, ils moulinent dans leur système et ils vous disent ça va être un tube ou pas. Ou des choses peut-être un tout petit peu plus précises. Et ils gagnent de l'argent, ces gens. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à ça parce que c'est fascinant, cette question, parce qu'elle renvoie vraiment à notre propre identité. Parce que la question de fond, c'est pourquoi moi, individu machin, j'aime ça et j'aime pas ça. Et pourquoi l'autre, il aime ça et pas ça. Et pourquoi je suis pas seul, parce que moi j'adore les Beatles, je suis manifestement pas le seul. Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a objectivement dans ces chansons que j'aime qui fait que je les aime ? Et d'ailleurs, cette question, elle existe pour tout. Pour la littérature, évidemment, pour les films, pour les gens, pour à peu près... Et donc, on est des espèces d'êtres affectifs, c'est-à-dire qu'on projette des préférences sans cesse sur tout, et on n'a aucune idée de pourquoi... Donc cette science est légitime. Enfin, la quête est légitime. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les chansons ? Bon. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Moi, je peux vous envoyer, j'ai fait une espèce de survey, enfin de panorama de ce qui se passe. La situation est extrêmement tordue. Ce que se garde bien de dire les gens qui prétendent faire des prédictions. Donc moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait absolument rien. Mais si vous voulez, il y a trois aspects. Il y a l'aspect psychologique. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire quand je vous fais écouter un truc que vous ne connaissez pas, ce qui va se passer souvent, c'est que vous ne savez pas si vous aimez ou pas, quoi. Mais la deuxième, ce qu'on appelle l'écoute répétée, votre jugement va se polariser. Au bout de la quatrième fois, vous allez dire c'est insupportable. Et en général, quand vous êtes parti par là, ça va être de plus en plus insupportable. Ou bien le contraire. Au bout de la quatrième fois, ah oui, tiens, c'est pas mal. Et puis là, vous allez adorer. Hein, c'est comme ça. Et donc les gens en psychologie ont étudié ce qu'on appelle le mere exposure effect. Qu'est-ce qui se passe quand on fait écouter plusieurs fois la même chose à quelqu'un ? Donc il y a une littérature grosse comme ça. Donc il y a un bon tiers qui disent que mere exposure, ça provoque des appréciations de plus en plus positives. Hein, c'est ce qu'on appelle le matraquage. Donc c'est les théories, les gens qui disent oui, elle est passée souvent à la radio, donc c'est pour ça qu'elle plaît. D'accord ? Vous avez un autre tiers de gens qui disent exactement le contraire. Plus vous écoutez quelque chose, plus ça va vous énerver, etc. Et puis vous avez des gens qui disent oui, il y a une courbe en U. Bon, résultat, on ne sait rien. Donc déjà, on ne sait pas ce qui se passe sur la répétition. On sait sur des stimuli très simples. Mais une chanson de pop, c'est un objet très compliqué. Parce qu'il y a du rythme, il y a du son, il y a de la voix, il y a plein de choses dedans. Donc on sait rien là-dessus. Après, je m'excuse, j'ai l'impression de faire un cours, mais c'est le truc qui me vraiment fascine. Mais et après, il y a l'aspect social qui est encore plus fascinant. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été faite par Salgenik dans un papier de 2006, je crois, dans Science, qui est extraordinaire, que tous les gens qui s'intéressent à la culture devraient connaître. Donc c'est sur l'aspect non reproductible de ce qu'ils appellent les cultural markets. Enfin, je vous montre l'expérience. Ils ont pris des morceaux de musique que personne ne connaissait, pas les Beatles, hein, des morceaux vraiment que personne ne connaissait, et ils les ont fait écouter à deux groupes de gens. Dans un premier groupe, les gens avaient une page web où les morceaux apparaissaient dans une liste aléatoire, avec un ordre aléatoire, d'accord ? Et les gens, ils cliquaient, ils écoutaient, et puis on regarde combien de fois les gens, ils cliquent sur tel morceau. On le fait très souvent, et ça donne une idée
une bonne estimation de ce qu'il appelle la qualité intrinsèque du morceau. C'est un morceau qui est écouté plus souvent que l'autre, vu que tout a été présenté de manière aléatoire, ça veut dire qu'il plaît plus que d'autres, d'accord ? On fait ça 8 fois, avec 8 groupes différents, on répète l'expérience, et on constate qu'il y a en effet des titres qui ont une qualité intrinsèque supérieure à d'autres, c'est-à-dire qu'il y a une répartition non homogène des goûts, tout simplement. Donc il y a certains titres qui plaisent plus qu'à d'autres, et ce, dans chacun des 8 groupes, d'accord ? Et ensuite, on refait exactement la même chose avec d'autres gens, et les mêmes titres, sauf que la différence, c'est qu'on trie les trucs, on trie les titres selon leur popularité dans le groupe où on est. Alors au début, c'est au hasard, mais s'il y a un type qui aime beaucoup un titre, le titre il va apparaître en premier chez les autres aussi. Ça s'appelle la pression sociale. Enfin, c'est un moyen de la simuler, d'accord ? Pourquoi ? Parce que oui, un truc, c'est ça qu'on simule. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a aussi une représentation non homogène, sauf qu'il y a des super méga hits alors qu'il n'y en avait pas avant. Tout est... Et surtout, dans les 8 sous-groupes, tous les hits sont différents. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'ils appellent early arrival. C'est les premiers qui vont décider. C'est comme un peu avec l'histoire du robinet de l'eau qui coule pour savoir. C'est les conditions initiales qui vont déterminer, si vous voulez, le sens de rotation au tourbillon. Un truc comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle chaotique, imprévisible. Et nous, on vit dans une société qui est plutôt de ce genre-là, plutôt que... Évidemment, si on est tous sur une île déserte, les choses se passeraient assez différemment. Mais bon, il n'y aurait pas les Beatles, ça serait compliqué à gérer. Mais on vit dans un truc dans un monde où il y a une pression sociale. Il a été démontré de manière fulgurante, moi je dirais de manière très convaincante, que la pression sociale crée de l'imprévisibilité, crée des super méga hits de manière artificielle, parce qu'il y a un phénomène de renforcement, comment on dit en français, renforcement, qui fait que les tubes... D'ailleurs, aujourd'hui, sur YouTube, vous avez des vidéos vues 2 milliards de fois. C'est fou. Ça ne pourrait pas arriver, ça, sans la pression sociale. Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, où est-ce qu'il est le goût là-dedans ? On peut se poser la question. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des êtres uniquement asservis à la société, parce que dans la première expérience, où il n'y a pas la pression sociale, il y a quand même des petites différences. Beaucoup plus petites. Mais ce n'est pas homogène, c'est ça qui est intéressant. Mais ces petites différences sont noyées, si vous voulez, sous l'effet de pression sociale, et la pression sociale les rend en plus complètement aléatoires. Donc deuxième raison pour se demander comment on va prédire le hit, si vous voulez. Parce qu'en plus, non seulement on ne sait pas comment vous allez réagir en l'entendant 20 fois, et deuxièmement, on ne sait pas les conditions initiales qui vont déterminer la dynamique du truc. Troisièmement, j'arrête, on a regardé, nous, informaticiens, ce qu'on appelle les caractéristiques objectives des morceaux. On a pris des grosses bases de titres, je crois que c'était 1 million à l'époque, et on extrait tout ce qu'on peut. Le tempo, le type de voix, est-ce qu'il y a du banjo, est-ce que c'est en majeur, mineur, enfin tout ce qu'on peut extraire et qu'on arrive assez bien à extraire aujourd'hui. Et on essaye de prendre ça et de construire un prédicteur. Et c'est des titres pour lesquels on connaît la popularité, c'est des titres anciens. On sait, celui-là, il a été populaire, celui-là, il n'a pas été, etc. Donc on essaie de construire un classifieur à partir de données existantes. Et ensuite, on le teste sur des données qu'on n'avait pas utilisées. Et on regarde le taux, si vous voulez, de prédiction. Moi, j'ai écrit un papier, le taux, il est zéro, exactement zéro. C'est-à-dire qu'il est le même que si vous essayez de prédire à partir des lettres du nom du type qui a mixé, par exemple, ou des trucs qui n'ont manifestement aucun sens. Donc aujourd'hui, on ne sait pas prédire non plus la qualité intrinsèque, c'est-à-dire en absence de pression sociale, je ne sais pas si j'arrive à me faire suivre, à partir de ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire les caractéristiques objectives de la musique. Ce à quoi moi j'ai toujours cru enfant, c'est-à-dire j'ai toujours cru que j'aimais Michel des Beatles parce qu'il y avait dedans de l'harmonie, de la mélodie, des trucs qui me plaisaient. Mais on ne les a pas trouvés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas, mais on est très loin encore de les trouver. Donc 3 raisons pour dire que le Hitsong Science, c'est une sorte de triple supercherie, si vous voulez. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, parce qu'on a montré aussi que les tubes, les choses populaires, étaient très similaires entre elles. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc nouveau de temps en temps, puis après, pendant 3 ans, il y a plein de trucs qui sont des tubes, qui sont en fait des imitations. Donc du coup, on peut prédire. Mais ce qu'on prédit, c'est simplement le fait que les créateurs, aujourd'hui, sont très très imitatifs les uns des autres. C'est pas ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prédire le truc disruptif. Le Nora Jones, quand elle est arrivée, que c'était la seule qui faisait ça, personne ne l'avait prédit. Alors après, c'est facile de prédire qu'il y en a 40 qui font la même chose. Vous
Oui, mais ça c'est compliqué à définir aussi comme problème. Mais c'est un super sujet. C'est un sujet central. C'est pas un sujet technique uniquement. C'est un sujet sur qu'est-ce qu'on est, nous, êtres humains, en tant que gens capables d'avoir des goûts. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et surtout que tu n'es pas sûr que si Michel était sorti aujourd'hui, ce soit un tube. En plus, il y a évidemment le contexte, bien sûr. Je sens que vous n'aimez pas tellement Michel. Mais on va discuter plus tard. Bonsoir. Je voulais savoir, là, donc on a vu que la machine pouvait produire de la musique, et je voulais savoir s'il y avait aussi des applications avec le texte, c'est-à-dire si, enfin, dans un autre domaine forcément, donc si la machine pouvait composer du texte, enfin, j'entends plus, de la poésie, où en fait le son des mots s'équilibre un peu avec le sens, parce que le sens peut être pas forcément une contrainte forte pour rendre un texte compréhensible. Voilà, je voulais savoir si, en fait, au niveau de la poésie, il y avait une machine qui pouvait produire du texte. Alors, oui, il y a plein de gens qui font... Pablo Gervais, à l'Université de Madrid, a publié des recueils entiers de poèmes en espagnol qu'il a générés avec ses systèmes. Nous, on a fait des papiers, on a pris les chansons, les paroles de Yesterday des Beatles. Alors, j'oublie la musique, je prends Yesterday, All My Troubles Seem So Far Away. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé la structure prosodique, le temps fort, temps faible, la rime, et on peut remplacer Beatles par Bob Dylan. On l'a fait, alors quand Bob Dylan, on a des rimes parfaites pour la chanson Yesterday, mais il y a Blowing in the Wind et tout ça dedans. On peut faire ça avec les Beach Boys, et on retrouve, si vous voulez, les caractéristiques stylistiques de l'auteur, tout avec des contraintes fortes de rimes, de prosodie et de syntaxe. Après, le problème du texte, si vous voulez, c'est la sémantique. C'est le problème de la littérature, c'est qu'il y a du sens. Donc ça, on n'est pas bon encore pour ça, mais il y a des choses assez étonnantes qui se font quand même. C'est-à-dire que maintenant, les systèmes étant capables de justement capturer des corrélations de plus en plus long terme entre les mots, par exemple, d'une phrase, ils sont en fait capables de restituer, de provoquer du sens. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent ce qui se passe, mais il y a quelque chose de très étonnant au fond, c'est qu'on est capable de générer, d'engendrer des textes qui ont du sens avec des machines qui, elles, n'ont pas de représentation profonde, si vous voulez, du sens. Ou alors peut-être elles l'ont, mais elle est tellement cachée. Mais donc c'est très mystérieux. Mais en tout cas, avec le texte, on est moins avancé que la musique, parce qu'en musique, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas la sémantique aussi forte que... Mais des trucs très étonnants, hein. Et surtout en traduction, c'est très étonnant. La structure du cunéiforme, c'est une ligne, c'est une figure. Oui, mais le sens, c'est plus compliqué que ça. Le sens, c'est le fait qu'il y a des Et relations... on pourrait attribuer un sens à chaque forme cunéiforme. Peut-être ça serait plus facile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais le problème du sens, c'est que vous faites une phrase, vous dites, c'est le vous dites, je suis français, point. Tous les matins, je vais à la boulangerie, je m'achète ça, point, etc. Et 3 heures après, vous dites, et je parle le. Vous dites, vous parlez le français, parce que vous vous rappelez que le type, elle a écrit, je suis français très loin avant. Mais les systèmes aujourd'hui ont du mal à faire ce genre de corrélation. C'est pour ça qu'ils ont une espèce de problème avec le sens, et de manière générale avec ce qu'on dit en anglais le sense of direction. Ça va nulle part. On va vous prendre en stage. On va essayer. Il faut essayer dans ces cas-là. Il faut essayer, peut-être, vous avez raison. Une dernière question. Pour terminer, une question un peu plus large. J'espère ne pas vous prendre de court. Y a-t-il des domaines d'activité humains qui, selon vous, devraient ne pas être automatisés? Et je vous dis ça parce que j'imaginais que l'art, c'était justement un petit peu peut-être le dernier rempart. Moi, je ne suis pas tellement moraliste en général, donc qui ne devrait... Moi, j'ai tout de même l'impression que tout ce qui peut être fait sera fait, y compris pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est très difficile d'empêcher... surtout dans des domaines quand même assez inoffensifs, parce que l'art c'est aussi un peu inoffensif, par rapport à la santé, par rapport à la guerre, etc. Donc ça me paraît difficile d'empêcher les gens d'aller là, mais je ne crois pas que ça menace en rien l'intégrité, disons, la même définition de la notion d'art. Hein. C'est quand même que des outils.
Et moi, je vous rappelle deux choses. Quand Deep Blue a battu Kasparov, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la fin des échecs? Ça n'avait plus d'intérêt de jouer aux échecs, puisque, de toute façon, comme disait Jérôme Eusna très bien l'autre jour, il disait la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un programme d'échecs que moi j'arrive à battre. Ça, c'est vraiment très très dur. C'est-à-dire, ils sont tellement forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion du nombre de joueurs d'échecs. Jamais eu autant de joueurs d'échecs que depuis que l'informatique s'en est mêlée. Et pourtant, tout le monde sait que c'est une cause perdue. Hein. L'homme ne gagnera plus jamais contre la machine. Mais il y a la machine sert pour s'entraîner. Il y a des tournois avec hommes plus machine contre hommes. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc ça. Deuxièmement, dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelle les échantillonneurs numériques. Je reviens à la musique. Tout d'un coup, on pouvait acheter un clavier pour une somme relativement raisonnable. On faisait bling et il y avait un son de piano parfait. C'est Kurzweil, d'ailleurs, un des premiers. Celui qui fait le transhumanisme, hein, au départ, il a fait le Kurzweil 250 que Stevie Wonder a utilisé. Et c'était la première fois qu'on faisait ting, il y avait un piano, un violon, une contrebasse, et c'était des sons parfaits. C'est ce qu'on appelle les échantillonneurs, les sampleurs. Et alors là, les gens ont dit massivement, unanimement, c'est la fin de la musique, parce qu'il n'y a plus besoin de musiciens, puisqu'on fait ça, on a du piano, on fait un orchestre, etc. Les gens l'ont dit, moi j'étais là, hein, je m'en souviens, vous êtes peut-être trop jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement le contraire. Il y a eu une explosion de la production de musique grâce à ces outils. Mais une explosion énorme. Et on a oublié qu'à cette époque-là, les gens poussaient écrire frais, c'était incroyable. On disait, c'est la fin, il n'y aura plus jamais de musiciens, c'est plus la peine d'apprendre à jouer du piano, du machin. Il n'y a jamais eu autant de guitares vendues qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a plus de bois au Brésil à cause de ça. Le problème, c'est qu'il y a trop... Non, mais la technologie provoque toujours ce truc, c'est-à-dire d'abord on dit c'est la fin, et puis après, en fait, ça multiplie l'activité. Pour l'art, hein, je parle. Donc je ne crois pas à ça, mais bon, j'en sais rien, je ne peux pas spéculer. Bien, merci beaucoup François Bachet, merci également à Joël Quinqueton. Merci. Et merci à toutes et à tous.